Bienvenue dans Paroles d'étoiles, l'espace où les artistes nous offrent plus que des mélodies, ils nous livrent leur mission. Aujourd'hui, nous recevons le gardien du feu, l'une des plumes conscientes du reggae ivoirien. Depuis ses débuts, il porte des messages forts sur la paix, l'engagement et la dignité africaine. Il est avec nous pour parler de son parcours, de son sens des responsabilités et de cette musique qui éclaire les consciences. Kadjim, bienvenue dans Paroles d'étoiles. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Paroles d'étoiles. Merci. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, à quel moment avez-vous choisi de faire de votre musique un instrument d'engagement ? Moi, je suis d'une génération qui a été biberonnée à une musique dont l'objectif a toujours été de défendre les plus faibles, encourager ceux qui avaient tendance à affaiblir, de dénoncer les injustices. Et donc, on va dire que fatalement, ma musique s'est inscrite dans cette démarche parce que je ne conçois pas qu'on puisse faire du reggae ou du rap sans prendre position. Et on va dire que pour moi, c'est comme si ça allait de soi. Si j'ai choisi ce genre musical, c'est parce que c'est ces paroles-là, c'est parce que c'est ces messages-là que je voulais faire passer. Quelles sont les causes qui vous tiennent le plus à cœur aujourd'hui et qui, en général, inspirent profondément vos créations ? Ma cause principale, c'est l'éducation, parce que les Rastas disent que l'éducation, c'est la clé. L'éducation, c'est la base de tout, c'est la prémisse fondamentale à tout ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, on parle de développement, on parle d'émergence, mais il n'y a pas de développement sans éducation. Beaucoup de gens trouvent que l'éducation coûte cher, mais à cela, il faut toujours répondre. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez de savoir le prix de l'inculture. Et donc, il y a l'éducation et je travaille beaucoup avec les enfants, avec les jeunes, parce que avec eux, le changement est encore possible. Nous autres, les adultes, avons parfois pris trop de vieux et de mauvais réflexes pour faire évoluer les choses. Donc, on essaie de construire une nouvelle génération avec des jeunes par l'éducation. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été très proche de la cause des handicapés. Je suis parrain de la Page Blanche, un centre pour enfants handicapés intellectuels, parce que en réalité, nous sommes tous des handicapés en puissance. Donc voilà, on va dire que c'est ces choses-là qui, chaque jour, me donnent le courage de me lever. Très bien, ce sont là des excellentes initiatives. Est-ce que vous pouvez justement nous donner plus de précisions sur les activités que vous menez par rapport à l'éducation ou même par rapport aux handicapés ? Je suis ambassadeur de différentes causes et de différentes associations. D'abord, la Page Blanche, parce que le handicap intellectuel est super mal connu. Nous sommes nés sur ce continent, on a entendu des gens dire qu'il y avait des enfants serpents. Il n'y a pas d'enfants serpents, il y a des enfants qui sont atteints de handicap. Et beaucoup de gens ignorent par exemple qu'on peut être bien portant, faire un accident de la circulation et se retrouver handicapé intellectuel. Et comme c'est des choses qui sont mal connues, nous en tant qu'ambassadeurs, en tant que personnes ayant un peu de visibilité, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la lumière sur le travail que font des équipes. Parce que autour d'un enfant handicapé, par exemple, il y a 6 à 7 spécialistes. Et ce n'est pas toujours évident, les gens ne comprennent pas toujours les enjeux, ne comprennent pas, par exemple, qu'avoir un enfant porteur de handicap lourd, c'est avoir un enfant à vie. Et donc, certains doivent se demander, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi, par exemple, au niveau de l'éducation, j'anime un club de lecture que j'ai créé à Jacquesville pour des enfants, parce que j'avais envie tout simplement de partager ma passion de la lecture avec les enfants. Mais au-delà de la lecture même, c'est la prise de parole en public, c'est du leadership, c'est beaucoup d'autres choses. Parce que la lecture permet de régler beaucoup de problématiques. Moi, j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui lit ne vole pas et ceux qui volent ne lisent pas. Et chaque fois que je dis ça, les gens rigolent. Mais je veux dire, si quelqu'un rentre chez moi, il sera peut-être déçu parce que les choses les plus importantes à prendre, c'est des livres. Oh, je sais que les voleurs ne lisent pas. Donc bon, et on essaie de parler aux plus petits pour leur expliquer que vous pouvez tout perdre, sauf ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a dans votre cerveau. Je travaille par exemple aussi sur les prisons parce que beaucoup de gens ignorent que
chaque fois que quelqu'un sort de prison, par exemple, s'il sort moins amoché, c'est pour le bien de toute la société. Parce que si on ne fait rien, nos prisons deviennent des universités de crime où on rentre pour un petit larcin, on s'endurcit et on revient pour faire encore plus de mal. Et les gens doivent se demander, ouais, mais pourquoi faire tout ça? Mais parce qu'en réalité, en tant que chanteur de reggae, à un moment donné, les gens sont amenés à vous demander, mais à part critiquer là, tu fais quoi? Exactement. Et on ne peut pas se contenter de tenir des théories sans joindre l'acte à la parole. Donc nous, on est sur le terrain, on parle de choses et on essaie à notre petit niveau d'opérer le changement qu'on aimerait voir dans la société. Et je pense que si chacun fait ça, la société évoluera forcément. Et justement, je me demandais comment est-ce que vous parvenez à concilier liberté artistique et clarté du message dans vos chansons? Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que nous sommes dans un monde qui est tellement faux que dire certaines vérités, c'est devenir un acte révolutionnaire. Mais en réalité, il faut essayer d'être vrai, il faut essayer d'être authentique. Moi, je ne peux pas, sous prétexte que peut-être que ce que je dis va être censuré, m'auto-censurer. Moi, je suis un créateur, je fais mon travail de création, que le censeur fasse son travail de censure. Point. Je ne vais pas faire le travail du censeur à sa place. Parce qu'aujourd'hui, on parle de censure, mais il y a beaucoup d'autocensure de la part d'artistes qui n'osent pas dire certaines choses, peut-être parce que ça va leur fermer certaines portes. Et puis, bon, peut-être que ce que je vais dire là va choquer certains, mais certains n'osent plus dénoncer parce qu'ils espèrent aller mendier chez ceux qui vont dénoncer. Donc bon. C'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de chanteurs. Moi, je me rappelle que quand je commençais dans la musique, il y avait de nombreux chanteurs qui prenaient position, qui dénonçaient des choses. Il y en a de moins en moins. Et le sentiment que ça donne, c'est qu'on veut réduire notre création à un simple rôle de distraction. Or, même dans nos villages, la musique avait la fonction d'élévation, d'éducation, avant la distraction. Je reviens sur une phrase que vous avez dit que la musique est une forme d'élévation. Est-ce que du coup dans votre musique, c'est ce que vous cherchez à transmettre, l'élévation? Nous, on a écouté des chansons dont on ne comprenait même pas les langues. Moi, la première fois que j'écoute No Woman No Cry, je ne sais pas pourquoi, mais je suis triste. Je ne comprends pas anglais, j'écoute une chanson, elle me touche parce que la musique va au-delà du texte, du sens et de la signification qui apparaît de façon évidente. La musique touche autre chose que la compréhension. Et donc, pour moi, il y a forcément cette dimension-là dans la musique. C'est ce qui me fait dire souvent qu'on ne peut pas créer sans croire en Dieu. Si tu dis que tu es artiste, que tu ne crois pas en Dieu, c'est que soit tu estimes que tu es trop fort, soit c'est nous qui sommes des idiots. Et donc, quand on se retrouve devant des foules, on prend 2 bouts de bâton, qu'on tape dessus, que ça fait vibrer des foules, c'est parce qu'il y a autre chose que ce que nos yeux peuvent percevoir. Et pour moi, ça c'est forcément plus important que le sens et la signification évidente qu'on donne à une chanson. Il y a des jours, en tant qu'artiste, vous sortez dans la rue, des gens vous rencontrent, ils vous disent « je t'ai vu aujourd'hui, ma journée est gagnée ». Mais quand moi je me suis regardé dans le miroir le matin, ma journée n'était pas gagnée. Parce qu'il y a autre chose au-delà de la création, il y a autre chose au-delà des choses évidentes qu'on voit. Et donc il faut croire en ça, il faut travailler à cela et puis continuer d'essayer de connecter les âmes, de connecter les bonnes vibrations, quoi. Voilà. C'est très beau tout ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'on pourrait parler des heures de musique. Mais pour le moment, je vous propose de plutôt parler Massa. Yes. Donc j'aimerais savoir aujourd'hui que représente le Massa, l'institution, l'événement dans votre trajectoire artistique. Oula, une des choses que j'aimerais dire de prime abord, c'est que le Massa, c'est une immense opportunité. Et je ne suis pas sûr que les artistes ivoiriens se rendent compte de ce que c'est. Parce que pour beaucoup, c'est un festival. Le Massa, c'est un marché. C'est écrit marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Pour moi,
c'est cette dimension-là que tout le monde doit d'abord noter. Et puis, j'entends aussi pas mal de choses. Maintenant que je travaille avec le Massa, j'entends des gens se plaindre de n'avoir pas été sélectionnés. Pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés? Je préfère leur dire, moi, je n'ai jamais été sélectionné par le Massa. J'ai postulé des dizaines de fois, on ne m'a jamais sélectionné. Une fois même, on m'a dit qu'on ne m'a pas sélectionné parce que je tournais déjà et qu'il fallait laisser l'opportunité à d'autres artistes de le faire. Donc, c'est une façon de dire que c'est vraiment quelque chose de spécial. Sur le continent, il n'y a pas l'équivalent du Massa. Pour moi, c'est une sorte de Cannes des arts vivants, voilà, qui est organisée tous les 2 ans chez nous. Et c'est un événement que chaque artiste doit s'approprier. Moi, je n'ai jamais été sélectionné officiellement par le Massa et j'ai fait ma première vraie tournée européenne grâce au Massa. Je veux dire, le Massa, c'est un véhicule dans lequel tous les créateurs doivent chercher à monter. Si tu veux pouvoir voyager de façon sereine, de façon sûre et arriver à bon port, le Massa, c'est le véhicule qu'il faut et c'est pour moi l'occasion d'appeler tous les artistes, sélectionnés ou pas sélectionnés. Et il y a des acheteurs qui viennent du monde entier pour voir la création africaine. Il n'est pas normal que quelqu'un qui se prétend créateur africain ne veuille pas être là. Si le Massa se tenait dans un autre pays, nous serions, nous, Ivoiriens, obligés de payer notre déplacement, payer de l'hébergement pour aller voir. Ça se passe chez nous. Et si on n'en profite pas, c'est qu'on n'a vraiment pas compris l'opportunité que cette machine est. Voilà. Tout est dit, hein, tout est dit. Mais je sais aussi que vous êtes en charge du Massa Zone Street Art. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Sur le Massa, moi je suis responsable avec quelques autres créateurs africains de la zone Street Art. Nous, on se présente comme une sorte de Massa 2 ou 3.0. Voilà, nous on est les urbains du Massa. On essaie de connecter toute la création urbaine d'Afrique. D'abord, créer un pont entre toutes les différentes capitales africaines parce que on se dit qu'il y a un marché qui existe sur le continent. Il y a plus de 50 États en Afrique. Imaginez si vous avez une date dans la moitié des capitales africaines, vous n'avez même plus besoin d'aller faire de tournées européennes ou américaines. Et sur notre scène, on retrouve de la musique, on retrouve de l'art visuel, on retrouve de la danse urbaine. Dans le temps même, on allait gratter quelques créations mode parce qu'il ne faut pas oublier que dans la culture urbaine, il y a un côté fashion, il y a une mode urbaine, il y a une façon d'être, il y a une façon de s'habiller. Et aujourd'hui, toutes les capitales parlent à l'unisson. Et c'est ce qu'on essaie de représenter sur le Massa. Il y a quelques années en arrière, les jeunes n'étaient pas très présents sur le Massa. Avec la zone, on a essayé de les ramener et ils sont de plus en plus là. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, il y a beaucoup de créateurs qui viennent de nos différentes capitales et de la diaspora. Donc, si vous venez au Massa, que vous aimez tout ce qui est patrimonial, vous trouverez votre compte. Si vous voulez des choses un peu plus urbaines, vous trouverez cela sur la zone Street Art, qui est un espace qu'on veut convivial, un espace de partage et puis un espace pour montrer que même pendant que certains États sont politiquement opposés, leur jeunesse et leur création font des choses ensemble, continuent de briser les frontières et de faire avancer le continent. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup Kadjim. L'émission touche à sa fin. Donc je vais vous demander un mot, une parole d'étoile comme on dit ici, adressée à la jeunesse africaine urbaine. Une parole d'étoile. Ce que je pourrais dire à la jeunesse africaine, c'est que, comme le disait Marcus Garvey, nul ne peut faire de meilleurs projets pour nous que nous-mêmes. L'avenir nous tend les bras, à nous de la façonner. Super. Merci beaucoup Kadjim.